Bonjour à tous, je vois que certains sont déjà présents. Eh bien, merci pour ceux qui sont déjà présents pour ce webinaire. Donc, bienvenue à tous, hein. Je vais attendre encore quelques instants pour que tout le monde nous rejoigne, mais je vois que déjà pas mal sont présents. Donc, bonjour Maël, en effet, ça faisait longtemps. Bienvenue sur ce petit webinaire. Donc, vous avez effectivement accès à une partie discussion, donc n'hésitez pas à poser des questions ou à échanger éventuellement pendant la session. J'essaierai au maximum de jeter des petits coups d'œil pour voir ce qui s'y dit et si je peux répondre directement en live. Sinon, on prendra du temps à la fin pour traiter tous ces sujets. Et au pire des cas, si on n'a pas eu le temps, n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des choses que vous souhaitez voir particulièrement. On va donc regarder ensemble ce qu'il en est aujourd'hui de l'optimisation de vos impressions sur le logiciel Cura en l'occurrence. Et donc, on va voir un petit peu comment s'y prendre et quels sont justement les challenges à respecter, on va dire, lorsque l'on commence à travailler ce genre de sujet. Donc, je vois que pas mal de personnes sont déjà arrivées, donc on va pouvoir attaquer tout ça. Donc, pour les derniers arrivés, merci à tous d'être présents sur ce webinaire et on va pouvoir donc attaquer ensemble tout ça immédiatement. Donc 45 minutes, ça risque d'être rapide. Donc en tout cas, le webinaire sera enregistré, donc il y aura des replays qui seront disponibles et je vous donnerai également en fin de webinaire un lien pour retrouver un article dédié à ce sujet. Hop. Donc, je vois que voilà, tout le monde est à peu près arrivé, ou en tout cas, les derniers vont nous rejoindre. Donc, on va attaquer tout de suite. Voilà un petit peu donc, le sujet de ce webinaire. Donc, on va prendre un petit peu de temps pour présenter Polyfab 3D. Certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas encore Polyfab 3D. Donc, je vais prendre quelques instants pour vous présenter tout ça. Et ensuite, donc, on entrera dans le vif du sujet en commençant par voir un petit peu qu'est-ce que c'est que les profils Ultimaker. Je ne sais pas exactement si aujourd'hui tout le monde est équipé d'une Ultimaker dans ce webinaire, mais vous avez effectivement un avantage qui est d'avoir le logiciel qui est développé autour de vos imprimantes Ultimaker. Pour les autres, on verra que c'est une très bonne source d'inspiration qui va pouvoir être réplicable sur d'autres logiciels, sur d'autres machines. Donc, on verra tout ça. On va voir qu'effectivement, pour optimiser vos temps d'impression, on va agir sur trois niveaux différents. Donc, ce sera variable effectivement en fonction de vos modèles 3D dans tous les cas. Donc, on va agir sur la structure de votre modèle 3D, donc la structure interne, mais on verra un petit peu tout ce que ça regroupe. On verra dans le cadre où il y a besoin de support, comment optimiser justement les supports de manière à réduire le temps d'impression passé au support et tant qu'à faire, améliorer leur qualité. Et pour terminer, on verra que l'on peut également jouer sur les vitesses d'impression, mais que c'est finalement assez négligeable en termes de réduction du temps d'impression quand on veut conserver une qualité toujours aussi bonne. Donc, on verra un petit peu tout ça. Et pour terminer, la petite session Q&A qui aura lieu. Et donc, on pourra échanger à ce moment-là. Donc, je me présente moi rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Charlie Leroy, donc ingénieur application et formateur plus particulièrement. Dans tous les cas, ma spécialité, on va dire, ça va être tout ce qui va être orienté autour des polymères, donc de la sélection du bon matériau pour la bonne application et en cela le paramétrage de tous ces différents matériaux au niveau software, donc que ce soit du FDM comme aujourd'hui ou plus particulièrement de la résine. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc en tout cas, vous pourrez retrouver pas mal de choses directement sur le site de Polyfab 3D, mais notre vocation, c'est vraiment d'accélérer et d'intégrer, on va dire, l'impression 3D en entreprise. Et on va voir que c'est vraiment la fonction première de Polyfab 3D, mais Polyfab 3D s'organise autour de 4 grands pôles. Donc, la première, distribution de matériel d'impression 3D, donc en ligne directement depuis le site donc, de polyfab3d.fr. Mais c'est également donc, tout un pôle de formation et également une sorte d'audit, du conseil et de l'accompagnement justement pour les entreprises qui auraient besoin de se lancer dans l'impression 3D et qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, ou réorienter des entreprises qui ne se seraient pas forcément bien lancées justement dans l'impression 3D.
et des prints sur mesure qui sont là également pour vous accompagner dans l'intégration de l'impression 3D. On vous propose de faire nous-mêmes, on va dire, les tests en amont pour que vous soyez en mesure de bien sélectionner ce qu'il vous faut dès le début. Voilà un petit peu ce qu'il en était de Polyfab 3D. Et on va voir un petit peu donc, ce qu'il en est de ce qui nous intéresse aujourd'hui, la réduction des temps d'impression. Donc, avant-propos, effectivement, ces réductions de temps d'impression sont particulièrement orientées pour les fabrications de prototypage, de design ou d'objets courants. Quand on aura des objets avec des résistances mécaniques ou des propriétés mécaniques, attention à certains paramètres qu'on va modifier dans le logiciel qui vont impacter effectivement les résistances de vos modèles 3D. Donc, ce n'est pas forcément une solution qui sera adaptée à tous, dans tous les cas, pour tous les matériaux, mais vous allez voir que bon nombre des astuces qu'on va voir ensemble aujourd'hui, finalement, seront adaptées. Les bases de ce test. Donc, en tout cas, vous avez bien compris qu'ici, le but, ça ne va pas simplement être d'augmenter l'épaisseur de couche pour réduire le temps d'impression ou d'augmenter le diamètre de la buse pour réduire le temps d'impression. Ici, on va rester sur des choses fixes. Une couche de 0,15 pour avoir un bon niveau de qualité visuelle, une buse de 0,4 pour avoir un bon niveau de détail et le filament PLA pour l'exemple. Mais vous allez voir que ça, c'est pareil, ça va être adapté à différents matériaux. Et comme je le précise, c'est une technique qui sera donc adaptée à d'autres softs, à d'autres matériaux, à d'autres machines. Et on verra tout ça. Le challenge, ça va être de conserver un bel aspect visuel, au moins aussi bon que ce que l'on avait dans un temps d'impression par défaut, et de conserver de bonnes propriétés dimensionnelles. On va regarder tout ça justement en commençant par voir un petit peu ce qu'il en est des profils par défaut d'Ultimaker en l'occurrence, mais de Cura Ultimaker. Ultimaker Cura, pour être plus précis. On va donc ouvrir Cura. Donc, dites-moi si jamais il y a des soucis ou il y a des… Bon, a priori, il n'y a pas d'infos, donc tout a l'air plutôt bon. Le webinaire sera-t-il plateforme sur YouTube? Sur YouTube, pas sûr, mais en tout cas, il sera disponible et pourquoi pas sur YouTube, en effet. On va en tout cas, vous aurez les infos. Tous ceux qui se sont inscrits auront automatiquement accès au replay et on vous enverra tout ça. Donc voilà, pour attaquer, j'ai choisi une pièce plutôt massive, on va dire, pour que ça impacte réellement les modifications. On voit qu'on a besoin de support sur certaines zones et on est ici sur une pièce avec différentes attentes, on va dire. Mais le but premier ici, ça va être d'imaginer du prototypage de cet objet-là, de la validation de forme, de la validation de design et donc réduire le temps d'impression dans un premier temps pour pouvoir itérer au maximum. Donc ici, je suis parti d'un profil d'imprimante Ultimaker, vous reconnaîtrez le format de la S5, mais encore une fois, on va également travailler sur les profils de Creality, en l'occurrence, qui sont également très intéressants et qui vont nous permettre de bien voir les différences. Et justement, le but ici, ça va être de trouver les meilleurs compromis pour avoir les meilleurs résultats en s'inspirant d'un petit peu tout ce qui se fait dans Cura. Donc, l'avantage lorsque l'on utilise une Ultimaker, c'est de pouvoir récupérer les profils d'impression. Ce que j'appelle les profils d'impression par défaut, ce sont ces différents éléments que vous allez retrouver lorsque vous utilisez Cura pour une Ultimaker. Donc, vous avez 4 profils. Vous avez les profils par défaut, le profil visuel, le profil engineering et les profils ébauche. Chacun de ces profils vous propose différentes épaisseurs de couches qui vont déclencher forcément des variations de temps d'impression. Mais au sein, parmi, on va dire, ces différents profils, vous allez également avoir différentes variations. Donc, en tout cas, le profil par défaut, c'est un compromis entre les différentes propriétés qu'on va attendre d'un objet 3D. Donc, ça va être un compromis entre vitesse d'impression, entre qualité visuelle, entre performance dimensionnelle et mécanique. Donc ici, c'est un profil généralement assez moyen qui ne correspond pas forcément à justement une attention bien spécifique. Donc, je vous recommande plutôt d'aller travailler le profil visuel quand vous avez, comme ce sera le cas par exemple ici, sur un aspect visuel qui va être prioritaire. Le profil engineering va mettre l'accent sur la résistance mécanique et sur la précision dimensionnelle. Donc là, ça peut être plus utile d'utiliser ça, on va dire, dans une fonction d'outillage ou de prototypage vraiment très précis. Et le mode ébauche, c'est du brouillon. Donc là, vous allez aller très vite, mais la qualité sera effectivement un petit peu mise au second plan. Donc le but, ça va être de s'inspirer un petit peu de tous ces paramètres parce que vous allez voir que quand on ouvre un petit peu le paramétrage, on va noter immédiatement les différences. Donc par exemple, là, je tombe sur l'onglet de vitesse. On voit que les vitesses sont variables entre 70 et 20 mm par seconde pour ce profil par défaut. Si je passe dans un profil engineering, où là, on va devoir être attentif à la précision dimensionnelle, et bien là, on voit que les vitesses sont complètement différentes. On a les vitesses qui ont été lissées,
et qui ont perdu effectivement en cadence dans certaines zones et qui ont augmenté la cadence dans d'autres. Tout cela a pour but de maximiser, on va dire, les précisions dimensionnelles. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces profils d'impression de Cura sont déjà extrêmement bien pensés pour aller droit au but. Donc, le but ici va être de réduire le temps d'impression tout en conservant cette logique de prioriser certains éléments pour conserver un petit peu le but final. Donc, je ne vais pas passer en revue tous les profils, je vous laisse l'occasion de le faire. Et ce qui peut être intéressant, c'est de savoir qu'effectivement, si certains d'entre vous n'utilisent pas une Ultimaker, mais une Creality par exemple, eh bien, ils n'ont pas à disposition toutes ces variations de profils d'impression. Donc, ce qu'il est possible de faire, c'est de simuler, on va dire, une Ultimaker, de voir un petit peu quels sont les paramètres qui correspondent à tel ou tel profil, et ensuite d'aller les recopier, on va dire, dans son Cura traditionnel. Donc voilà un petit peu pourquoi je vous montre ces profils par défaut, même pour ceux qui ne sont pas sur Ultimaker, c'est une excellente source d'inspiration. Et vous pouvez bien évidemment, une fois que ça vous l'avez fait dans votre profil de Creality, une fois que vous avez créé, on va dire, vos paramètres personnalisés, eh bien, vous n'avez plus qu'à enregistrer ce profil et comme ça, il sera intégré dans votre Cura et vous n'aurez pas besoin d'enregistrer toutes ces modifications à chaque fois. Allez, on va commencer donc la deuxième étape. Donc là, je vous l'avais dit, on va travailler sur la structure de notre modèle 3D. Donc le but ici va être de ne pas travailler sur le support, de ne pas travailler sur ces différents éléments, mais vraiment de regarder un petit peu comment notre pièce est conçue, comment est-ce que l'on peut améliorer, on va dire, la structure interne de notre modèle 3D pour qu'on perde le moins de temps possible à l'impression. Donc, première chose que l'on va faire, c'est donc regarder par défaut combien est-ce qu'on prendrait de temps à l'impression avec ce profil. Par défaut, la valeur de 0,15. Par défaut, donc, avec du support, j'ai oublié de le demander. On va être sur un temps d'impression qui va être assez élevé vu qu'on est sur un gros objet et qu'on utilise un profil par défaut. Donc, on est sur 1 jour, 3 heures et 43 minutes de temps d'impression. On regarde rapidement l'aperçu, même si ici, il n'y a rien de très surprenant. On a un petit peu de support dans la partie haute, un remplissage traditionnel en forme triangle avec une densité de 20%, et on a bien une structure de support qui s'est dessinée en dessous de manière traditionnelle, telle que Cura le fait par défaut. 1 jour, 3 heures, 43 minutes. Je vais juste faire une petite simulation en passant tout ça sur une Creality et en utilisant un profil très proche, donc avec une valeur à 0,16, et en faisant simplement la petite modif en passant tout ça à 0,15 pour pouvoir être parfaitement cohérent et pouvoir comparer réellement 2 profils par défaut, un qui est fait par Ultimaker, l'autre qui est fait par Creality, avec exactement les mêmes demandes. Et en l'occurrence, la demande de support qui était oubliée. Toujours 20% de remplissage. On va voir quel est le motif qui est utilisé par Creality. On est ici sur 1 jour, 21 heures et 18 minutes d'impression. Donc, on est plus lent à l'impression avec le profil de Creality. Et on constate qu'on a quelque chose qui est plutôt semblable. Simplement, au niveau du support, on va avoir une interface qui est ajoutée. On verra que c'est intéressant. Et justement, on va s'en inspirer pour aller l'utiliser dans notre Ultimaker. Donc ici, on va retourner sur notre Ultimaker et on va voir qu'effectivement, le challenge, 1 jour, 3 heures, 43 minutes à abattre. Couche de 0,15, on l'a dit, bus de 0,4, on ne touche à rien. On va entrer dans le paramétrage personnalisé. Donc ici, dans le premier onglet, vous avez l'habitude de retrouver votre épaisseur de couche initiale et votre largeur de ligne. La largeur de ligne, vous le voyez dans Cura, pour certains profils, la valeur est à 0,35. Le but ici étant de vraiment légèrement sous-extruder par rapport à sa buse de 0,4 pour, logiquement, en tenant compte de l'écrasement de la couche, avoir réellement la possibilité de créer des largeurs à 0,4 quand on a besoin d'avoir des parois très fines à 0,4 et qu'on veut pouvoir les mesurer précisément. La valeur à 0,35 ici affiche généralement de meilleurs résultats. Sauf qu'en réalité, pour un objet comme j'en ai ici besoin, eh bien, ce paramètre me fait perdre du temps. Je vais plutôt faire l'opposé. Je vais plutôt demander une légère surextrusion. À ce moment-là, ma buse de 0,4 est capable d'extruder effectivement un petit peu plus de matière et donc de produire, en tenant compte d'autant plus de l'écrasement, une couche un petit peu plus large que son diamètre de buse. Donc ici, on va le faire comprendre au logiciel, ce qui va lui faire économiser un petit peu des déplacements. On voit que la valeur de paroi interne reste inférieure. Et ici, on va également modifier ça et on va tout repasser à 0,45. Donc ici, on va créer une légère surextrusion.
et la surextrusion va être un petit peu trop importante pour la ligne de remplissage. Donc, cette-ci, on va la laisser à 0,4. On verra qu'on va retravailler le remplissage d'une manière un petit peu spécifique par la suite. Donc, voilà un petit peu déjà la première étape, augmenter la cadence d'extrusion à chaque passage de buse. Donc là, on gagne quand même presque un quart, on va dire, de temps, on va dire, à la fabrication, étant donné qu'on dépose plus de matière à chaque passage. Deuxième étape, les parois. Donc les parois correspondent à la partie des coques de vos modèles 3D. Ici, on voit que ce profil par défaut me propose une fabrication avec deux lignes de parois qui sont créées en multipliant la valeur de largeur de ligne que j'ai précédemment passée à 0,45. Donc, deux coques à 0,45 font en réalité une paroi à 0,9 mm. Et ça, c'est quelque chose que l'on va pouvoir voir dans l'aperçu. Donc, par défaut, ici, on voit que Cura avait déjà pris la décision de ne mettre que deux parois. Donc, on voit bien qu'on en a une externe rouge, une interne verte. Voilà les deux parois ici. Et si la calcul doit être fait, bon, le logiciel arrondit à 1 mm, mais en réalité, on serait bien à 1 fois 0,45 plus 1 fois 0,45, donc 0,9 mm, ce qui est largement suffisant pour un objet comme celui-ci et avec un remplissage interne dans tous les cas. En tout cas, ça nous fait gagner un petit peu de temps. Pas mal de profils d'impression de Cura par défaut ou même de Creality proposent par défaut 3 coques. Étant donné qu'ici, on est sur des valeurs à 0,35, et bien parfois 3 coques, et bien vous voyez que ça va être à peu près, quand on arrondit, une épaisseur à 1 mm. Donc là, on a réussi à gagner 30% du temps d'impression des parois par rapport à une version où on imprimait 3 coques, tout en conservant le même niveau de résistance mécanique à quelque chose près. On va vraiment être sur la même épaisseur réelle de coque en ayant passé finalement 30% du temps en moins parce qu'on n'a passé que 2 parois au lieu de 3. Donc ça, c'est déjà une première chose qui est censée nous faire gagner du temps en partant de certains profils d'impression qui, par défaut, sont à 3. On ne va pas toucher à grand-chose d'autre ici, uniquement ce paramètre, filtrer les petits trous qui, dans un modèle comme celui-ci, n'a pas vraiment d'intérêt et va plutôt essayer d'aller faire des petits décrochages pour aller boucher les tout petits trous à certains endroits. Ici, on ne va pas activer cela, donc ça va nous faire gagner un petit peu de temps. Ce qui peut également nous faire gagner du temps, c'est la structure, les jointures, les cicatrices. Les cicatrices sont par défaut dans Cura dissimulées, on va dire, dans les angles du modèle 3D. Généralement, ça permet qu'il soit moins visible, mais ça peut apporter une fragilité dans cette zone. Donc ici, pour gagner du temps et pour ne pas forcément créer de fragilité, on va plutôt avoir tendance à utiliser le mode plus court et pour autant demander toujours à masquer la jointure au maximum, mais on va avoir sans doute une jointure qui sera un petit peu positionnée différemment, de manière un petit peu plus aléatoire, en tenant compte de la priorité qui va être de ne pas perdre de temps sur ce sujet-là. Pour la partie des coques, donc cette fois-ci, j'ai parlé des parois, donc vous avez vu ici les parois vertes et les parois rouges. Ça, ce sont des parois qui sont verticales. Le logiciel va traiter différemment les coques qui sont horizontales, parce que là, vous avez vu qu'on travaille sur des multiples du diamètre de la buse pour créer nos épaisseurs. Quand on travaille sur des choses qui sont horizontales, comme ce que vous voyez en jaune dans le modèle 3D, eh bien là, on ne va pas pouvoir travailler de la même manière. Ici, pour pouvoir créer une épaisseur, on va dire, de couche jaune, il va falloir multiplier le nombre de passages, de coques, on va dire, par l'épaisseur de la couche. Donc, si dans mon logiciel, je vois que dans la partie haut-bas, j'ai une demande de 7 couches supérieures et de 7 couches inférieures, et bien, ça veut dire que le logiciel va passer plusieurs fois pour créer justement ces coques. Et vous voyez que si on doit compter, on a 7 passages successifs en croisement comme ça alterné pour créer justement notre épaisseur de coque qui est d'à peu près 1 mm. 7 fois 0,15, on est effectivement sur quelque chose qui s'approche du millimètre. Ces zones-là prennent beaucoup de temps à l'impression, surtout dans mon modèle 3D où j'en ai énormément. Et ici, avoir une coque d'1 millimètre, c'est franchement pas nécessaire pour un modèle qui a uniquement pour de la vocation du prototypage. Donc on va réduire tout ça à 6 pour la partie supérieure et on va la réduire à 5 pour la partie inférieure. On ne va pas toucher à autre chose pour ce qu'il en est de cette structure. Ici, on ne va pas aller activer de l'étirage ou ce genre de choses qui vont effectivement faire perdre un petit peu de temps malgré l'aspect qu'on pourrait avoir un petit peu meilleur sur ces zones-là. Pour le remplissage, donc, on va travailler cela de manière un petit peu
différentes. Donc déjà, avant même de commencer, là, je travaille sur la version 4.12 du logiciel Cura et il existe depuis peu une nouvelle structure de remplissage qui s'appelle la structure Éclair. Je ne suis pas certain que le nom en français soit très explicite, mais en tout cas, ici, c'est une optimisation en Z de sa structure de remplissage. Un petit peu comme le fait le remplissage graduel, mais là, on le fait d'une manière un petit peu plus performante, un petit peu plus pensée. Et vous voyez qu'ici, on a une structure qui est vraiment assez particulière, complètement innovante. On n'avait jamais eu ça auparavant. Et le but étant de maximiser, effectivement la structure de manière à passer le moins de temps possible dans sa création, tout en ayant une bonne résistance moyenne. Donc voilà, pour info, cette petite structure Éclair est déjà très intéressante en termes d'optimisation. On ne va pas forcément l'utiliser là dans l'exemple, mais sachez que c'est franchement assez efficace et que ça permet dans certains cas d'aller économiser beaucoup de temps sur les structures de remplissage tout en conservant quelque chose d'efficace. Donc là, on ne va pas faire ça. On va utiliser une structure normale, on va dire du triangle ou de la grille, comme le font généralement les logiciels par défaut pour Creality ou Ultimaker. Donc, du triangle en l'occurrence. On a une structure de remplissage qui est à 20%. Donc 20%, c'est assez élevé, on va dire. On va pouvoir réduire un petit peu tout ça et on va passer simplement à 15%. Mon astuce va surtout être ici de limiter le temps passé sur le remplissage. Le remplissage est une zone qui n'est pas visible, qui n'est pas primordiale dans un objet qui a pour but d'être un prototype visuel, une maquette, un design. Donc, on ne va pas s'attarder à faire des couches aussi fines sur le remplissage que sur le reste du modèle 3D. Donc ici, on voit que par défaut, on a la possibilité de changer l'épaisseur de la couche de remplissage, uniquement de la couche de remplissage. Et le but ici va être de travailler par multiples. Donc ici, on pourrait faire des couches plus fines pour le remplissage en utilisant une couche à 0,075. Ce n'est pas le but. Ici, on va plutôt faire l'opposé et doubler tout ça. Donc ici, on va demander au logiciel de faire des couches de remplissage à 0,3 et des couches sur tout le reste de mon modèle 3D à 0,15, ce qui va me permettre de diviser par 2 le temps d'impression dédié au remplissage. On peut éventuellement activer du remplissage progressif pour avoir une densité variable, on va dire, dans son évolution, un petit peu comme le fait la structure Éclair, mais rien que ce paramètre me permet déjà de faire gagner pas mal de temps. Donc, on va s'arrêter là dans un premier temps et vous comprenez mieux pourquoi tout à l'heure, je n'ai pas passé la largeur de ligne à 0,45 pour le remplissage, parce que déjà que je vais lui demander de s'épaissir, je ne vais pas en plus de ça lui demander de s'élargir. Ce serait un petit peu incohérent et risqué, donc on ne va pas aller jusque-là. On va regarder maintenant le temps d'impression qui est affiché avec ces nouveaux paramètres. Donc ici, on est à 19h23 d'impression. On a déjà gagné on était en gros tout à l'heure à 27 heures, donc on a gagné déjà plus de 8 heures de temps d'impression pour ce modèle 3D. Et on va regarder un petit peu ce qu'il en est de la structure. Donc on a modifié très peu de choses en réalité, mais on a déjà réussi à gagner énormément de temps. Et cela est grandement dû à ma réduction de nombre de parois horizontales et mon affinage, on va dire, de la structure de remplissage. On le voit, mes lignes sont plus épaisses ici que ce qu'elles le sont à l'extérieur. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez déjà visualiser tout ça et vous rendre compte un petit peu du résultat que ça va générer. Donc, sans avoir touché au support, sans avoir touché aux vitesses, on a déjà réussi à gagner énormément de temps à l'impression. Et donc là, je n'ai pas touché à tout ce qui va être visible. Donc, le résultat visuel de votre modèle 3D sera exactement identique parce que là, je n'ai touché à rien d'extérieur, on va dire, à nos modèles 3D. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je vais maintenant passer à la deuxième étape qui va être justement le travail sur notre remplissage, sur notre support. Ici, vous voyez qu'on a pas mal de support qui est demandé. On ne va pas forcément s'attarder sur l'angle d'inclinaison. Vous connaissez sans doute l'impact de cette valeur d'inclinaison de support qui fait qu'en fonction de l'angle, le logiciel active ou pas du support. Donc, bien évidemment, on pourrait travailler à cela, mais cela est fonction de votre épaisseur de couche. Et donc, ici, avec une couche à 0,15, l'angle qui est par défaut proposé est plutôt bien. On ne va pas s'attarder là-dessus. Pour la partie des supports, on va faire un petit peu comme pour le remplissage déjà dans un premier temps. Le support finit à la poubelle. Le support n'a pas besoin d'être joli. Il a besoin d'être efficace. Et donc, on va augmenter également à lui l'épaisseur
de sa couche. On voit qu'on a également ce même paramètre, épaisseur de la couche de remplissage de support. Le but va être le même, de doubler cette valeur-là pour que la machine ne fasse le support qu'une couche sur 2 et qu'elle ne passe pas autant de temps inutile à faire des couches fines pour ces structurants. Donc rien que ça va me faire gagner pas mal de temps, vous l'imaginez. Ce qui va pouvoir être fait également, c'est de réduire un tout petit peu éventuellement la densité du support et d'ajouter une interface. Non seulement là, vous allez gagner du temps à l'impression, mais vous allez augmenter la qualité visuelle de vos modèles 3D. On va mettre une densité d'interface à 50% avec une structure en grille. Là, je m'inspire un petit peu des profils de Creality qui rendent plutôt de très bons résultats à ce niveau-là. Ce qu'il est important d'avoir lorsque l'on crée une interface, c'est de bien être conscient de la couche de vide qui va se situer au-dessus de votre interface, entre votre interface et votre modèle 3D. Et ici, on voit qu'on a une valeur qui est à 0,3. Donc là, on va avoir un décrochage qui est très aisé. On va avoir quelque chose qui risque d'être un petit peu marqué, mais qui sera toujours beaucoup moins marqué grâce à mon interface et qui va pour autant laisser très peu de traces et se retirer très facilement. Ma structure en accordéon en ligne, en zigzag, est toujours celle que je privilégie parce qu'elle est très simple à retirer. Mais là, le but ici était de réduire un petit peu sa densité et de permettre à la machine de venir déposer, avant de venir déposer le modèle 3D sur une structure qui serait trop dense, trop peu dense, une structure un petit peu plus dense qui s'appelle l'interface et qui va permettre un plus beau dépôt de matière. On voit que rien qu'en faisant ça, on a encore gagné plus de 3h20 de temps d'impression. Donc ici, on n'est plus qu'à 16 heures d'impression en ayant toujours un support qui est, je dirais même, plus efficace et plus facile à retirer et plus joli en plus de ça sur votre modèle 3D. Donc ici, vous voyez que simplement en jouant un petit peu avec les structures de support, on a déjà gagné pas mal de temps. On va aller encore un tout petit peu plus loin avec un paramètre qui est caché dans les fonctions expérimentales du logiciel. En l'occurrence, ici, il va falloir aller rechercher les supports coniques et on va demander au logiciel d'activer les supports coniques. On va regarder à quoi ça ressemble et on va regarder si ça continue à nous faire gagner du temps. On a regagné une demi-heure, c'est toujours ça, et on va voir que là, le but va être de limiter au maximum l'emprise sur le plateau de nos supports. Donc ici, on voit que c'est minime, mais le but, c'est quand même de réduire la consommation de manière à élargir, on va dire, les structures de support en forme de cône pour en consommer le moins possible en partie basse et simplement lui faire grandir, de vraiment s'élargir au moment où elle approche la zone qu'elle a à supporter. Pas besoin d'être aussi large en haut qu'en bas. Et avec ces fonctions-là et les angles qui sont générés par défaut dans l'option, eh bien, vous n'avez aucun risque à ce niveau-là. C'est franchement une option que je recommande quasi systématiquement dès que vous avez des grosses quantités de support. Je ne vais pas parler ici des supports arborescents, vous les connaissez peut-être, c'est des structures de support qui ont des motifs un petit peu différents en forme de branches d'arbres. Ce modèle-là n'est pas forcément adapté, je ne vais pas gagner de temps à utiliser ce type de structure, ça sera plutôt dédié à des pièces avec des tout petits détails à aller supporter, comme des figurines ou ce genre de choses. Le support arborescent ne va pas nous intéresser dans ce cas-là. Alors, je regarde un tout petit peu s'il y a des questions et je continue, donc pas beaucoup, j'utilise pas toujours Cura, parfois Simplify 3D. Est-ce qu'on peut adapter toutes ces astuces à d'autres slicers? Eh bien oui, bien sûr, c'est ce que je disais tout à fait. Vous pouvez, les informations que vous retrouvez là, les largeurs de ligne, les épaisseurs de remplissage variables, les densités graduelles, sont des choses qu'on retrouve généralement dans tous les logiciels. La fonction conique, je ne suis pas certain qu'elle soit présente dans Simplify. Je n'ai pas souvenir des dernières versions si ça a été intégré, mais en tout cas, les autres paramètres doivent être présents dans Simplify, comme ils le seront également dans Idea Maker ou dans d'autres logiciels. Donc, à ce niveau-là, comme je vous le disais, ce n'est pas valable uniquement que Cura, que Ultimaker, c'est valable pour un petit peu tout. C'est une logique qu'il va falloir avoir et que vous allez être capable de faire appliquer à peu près à tous vos logiciels, à toutes vos machines. Pour continuer, on va donc s'attaquer aux vitesses. Donc, ici, je vous invite pour les vitesses à regarder un petit peu quelles sont justement les variations entre les profils par défaut, les profils visuels, les profils engineering et les profils ébauche. Vous allez voir un petit peu comment justement le logiciel fait varier les vitesses pour justement essayer de respecter au maximum une attente plutôt qu'une autre. Donc nous, le but ici va être
je l'ai dit, de ne pas augmenter, de ne pas doubler les vitesses d'impression, ce qui aurait un impact assez important sur les précisions, sur l'aspect, sur énormément de choses, sans avoir retravaillé spécifiquement ces flux, ces températures d'extrusion. On ne peut pas augmenter les vitesses aussi facilement que ça. Donc, on ne va pas faire n'importe quoi au niveau des vitesses. On va simplement aller faire ce que je recommande pour avoir une amélioration, on va dire, de ces temps d'impression sans impacter l'aspect visuel ou la précision dimensionnelle qui est très, très importante pour ce qu'il en est des vitesses. Donc ici, on voit que mon profil que j'utilise par défaut fait très fortement varier les vitesses. Parfois, on imprime lentement à 23 mm par seconde et sur certaines zones, comme le remplissage, on imprime à 70 mm par seconde. Donc là, déjà, premièrement, j'ai demandé à ce que mon remplissage soit très épais. Je n'ai pas augmenté les températures d'extrusion pour compenser ça, donc je ne peux pas imprimer à cette vitesse-là, ou en tout cas, ce ne serait pas forcément raisonnable d'imprimer aussi vite. Donc là, je vais réduire un petit peu, bizarrement, la vitesse d'impression de mon remplissage. Par contre, on va augmenter un petit peu les vitesses d'impression sur certaines zones. Les parois externes, qui sont les parois visibles, sont imprimées relativement lentement dans ce profil. On va augmenter tout ça, on va passer les valeurs à 30. La paroi interne, qui elle n'est pas visible, est imprimée plus vite. Le fait de faire varier tout ça ne va pas forcément nous rendre très précis dimensionnellement, donc on va essayer de réduire un petit peu cet écart. Les vitesses d'impression des dessus-dessous, 35 mm par seconde, sont déjà assez élevées. On ne va pas toucher à ça. Par contre, on va augmenter très légèrement la vitesse d'impression des supports. On n'ira pas aussi haut que pour la structure de remplissage, mais on va monter tout ça à 40. On ne va pas augmenter la vitesse de déplacement. On va augmenter légèrement la vitesse d'impression de la couche initiale. Ici, je suis sur du PLA, je suis sur une Ultimaker qui est bien calibrée. Dans tous les cas, si j'étais sur une Creality, j'ai fait attention à avoir une bonne calibration et donc augmenter un petit peu cette vitesse de première couche n'est pas très risqué. Et bien déjà, avec ces quelques modifications, on va voir un petit peu ce que ça donne. Moi, ce que je recommande également de faire pour maximiser ces précisions dimensionnelles, c'est de lisser un petit peu tout ce qui va être accélération et saccade. On va voir que plus on va avoir des variations dans les vitesses d'accélération, moins on va être performant dans sa précision dimensionnelle. Donc, le fait d'avoir des saccades qui sont plutôt lissées, c'est bien. Le fait d'avoir des vitesses d'accélération qui sont très variables entre 500 et 4000 mm par seconde, ça, c'est moins bon. Donc, on va réduire un petit peu tout ça et on va augmenter un petit peu cela. Donc, vous voyez qu'on est en train un petit peu de trouver des compromis, on va dire, entre les différents paramètres pour justement ne pas avoir trop d'impact négatif sur la variation des vitesses. En sachant qu'ici, je pars d'un profil par défaut qui ne met pas forcément l'accent sur la précision dimensionnelle, mais plutôt sur un compromis global. Donc là, ici, on va devoir retravailler un petit peu tout ça. Donc ici, l'accélération de l'interface de support est faible, on va l'augmenter un petit peu. On va regarder un petit peu ce qu'il en est de mon travail sur les vitesses. 16h, 4 minutes. Donc là, on n'a pas vraiment réduit le temps d'impression, on est à peu près stagné, mais en tout cas, j'ai fiabilisé mon impression et je l'ai rendue plus performante en termes de précision dimensionnelle. Voilà un petit peu ce que l'on peut faire. Voilà en gros les 3 sujets que je souhaitais mettre en avant pendant ce webinaire. Donc, les structures internes, c'est ça, la majorité du travail réside dans la structure interne. Ensuite, dans le support, lorsqu'il y a besoin de support. Et pour terminer, sur les vitesses. Sachez que si vous faites des petits essais et que vous avez des machines qui sont bien calibrées, bien réglées, bien entretenues, bien lubrifiées, vous allez pouvoir augmenter un petit peu ces vitesses. Là, j'ai voulu rester très, très sage, on va dire, dans mes vitesses. Sachez qu'il est possible d'augmenter un petit peu les vitesses. Pour cela, il faudra simplement avoir conscience qu'il faut généralement augmenter de 2-3 degrés sa température d'extrusion pour compenser, on va dire, l'augmentation des cadences, des flux que l'on va demander en augmentant les vitesses. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose que j'ai souhaité faire à l'immédiat ici, mais c'était pour vous montrer que même sans toucher aux vitesses, eh bien, on peut déjà énormément réduire ces temps d'impression. Alors, les vitesses vont vraiment dépendre des machines. Exactement, c'est ce que je disais. Quand vous avez des machines qui sont équipées de courroies, on va dire, et d'axes, comme une Ultimaker, vous allez pouvoir augmenter peut-être un petit peu plus facilement les vitesses que quand vous êtes sur une Creality. Et quand vous êtes sur des machines à guidage linéaire, là, vous allez effectivement pouvoir aller
encore plus vite. Donc, en tout cas, c'est ce genre de choses qu'il va falloir avoir en tête. Le but, encore une fois, c'est de vous transmettre la logique, on va dire, à avoir en tête. Après, ce sera à vous de l'adapter à vos besoins, à votre machine, à votre logiciel. Mais voilà, c'est juste quelque chose qui est plutôt très efficace et que j'utilise assez fréquemment dès que j'ai des besoins de ce type-là. Allez, on va retourner sur ce petit diapo. Donc, on aura l'occasion d'évoquer ces différents sujets pendant la partie de questions-réponses. N'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, voilà, je récapitule un petit peu ce que l'on a touché ici dans la structure de la pièce. Donc, on a modifié les largeurs de ligne, le nombre de parois qui était déjà bon dans ce profil-là, mais faites attention, il n'est généralement pas bon. Le remplissage ou l'épaisseur de remplissage qui a été modifié dans ce cas, les couches adaptatives qui sont désactivées par défaut lorsque vous êtes sur Ultimaker, mais qui sont activées par défaut lorsque vous êtes sur une Creality, par exemple. Donc, quand vous êtes sur Creality, si vous voulez réduire vos temps d'impression, pensez bien à désactiver ce paramètre de couche adaptative qui fait perdre pas mal de temps en général. Et on a demandé à ne pas aller boucher, filtrer les tout petits trous. Pour la structure de support, on a travaillé les densités. Je n'ai pas ajouté de coque. On verra ce qu'il en est des coques. C'est plutôt quand vous êtes en double extrusion, en PVA, vous n'avez pas des structures aussi simples. Vous avez des structures qui sont plutôt assez massives parce que le logiciel ajoute une coque tout autour de votre structure de support. Ça fait perdre du temps. C'est nécessaire uniquement pour les pièces qui ont très, très haut de support éventuellement. On a ajouté de l'interface, on a travaillé l'épaisseur de la couche et je vous ai montré ce qu'il en était des structures coniques. Pour les vitesses et les déplacements, vous avez vu ce qu'il en était. Et en tout cas, inspirez-vous encore une fois des profils qui existent un petit peu dans tout l'univers de Cura pour avoir quelque chose qui vous convient bien en tenant compte un petit peu de ce que je vous ai transmis là. Pour terminer du coup sur ce petit webinaire, j'ai juste 2-3 petites infos à mentionner avant de vous justement qu'on échange là-dessus. Donc, pour info, sur Polyfab 3D, il y a désormais donc un compte pro qui est disponible. Donc, pour toutes les entreprises qui sont en mesure de fournir un SIRET, vous allez avoir le droit à des conditions spécifiques. Donc, avec premièrement, donc, moins 10% sur les consommables et les pièces détachées. Vous allez avoir accès à une sélection de filaments, vous l'avez compris, mais notre expertise chez Polyfab 3D, ça va vraiment être la sélection des produits. Ici, on a accès à tellement de produits en ce moment que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Ici, on a fait une sélection plutôt assez précise pour ne pas avoir 36 fois le même matériau inutilement. Donc, avec BASF, Polymaker, Nanovia, ForShape, enfin voilà, plein de fabricants avec lesquels on a l'habitude de travailler, des profils qui fonctionnent très, très bien sur les Ultimakers également, en l'occurrence. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu. On est là pour vous conseiller et vous recommander, bien évidemment, autour de tous ces différents sujets. On a bien évidemment de la formation à la demande, je l'avais dit, que ce soit en présentiel, mais également des petites sessions d'1h30 si besoin d'évoquer des petits sujets précis. Et le Calliope est en cours au niveau des formations. Tout change en cette fin d'année et donc tout ça est en cours. Vous aurez également le droit en tant que pro à des freins franco-port et des conditions de paiement, bien évidemment. Ce qui est intéressant, je voulais l'évoquer, c'est l'offre de Noël que l'on a là pour cette fin d'année. Vous êtes actuellement, vous tous, a priori, utilisateurs d'imprimantes FDM. Vous ne connaissez peut-être pas encore la résine. Eh bien, ici, pour Noël, on a une offre qui est plutôt très accessible, où vous allez avoir effectivement de rendu très accessible l'impression 3D résine, avec une petite imprimante très haute précision, qui est de toute dernière génération, et une petite bouteille de résine qui est offerte. Donc voilà, en tout cas, ça devient très, très abordable. Donc, je vous invite à essayer vous rendre compte un petit peu de la différence entre le FDM et la résine. C'est complètement différent dans la méthode de fabrication, mais les résultats le sont aussi. La semaine prochaine, autre webinaire. Donc, si ce webinaire-là vous a intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire à l'autre webinaire qui aura lieu la semaine prochaine. Il y en aura encore un dans 2 semaines. La semaine prochaine, le but va être ici de renforcer et d'optimiser vos impressions 3D par zone. C'est des sujets qu'on n'a pas vus encore ensemble, mais ici, on va travailler justement la possibilité de Cura, qu'offre Cura, d'aller modifier certaines zones d'un modèle 3D plutôt qu'une autre, que ce soit pour les coques, pour les remplissages, pour les supports, on peut aller assez loin. Donc, c'est le sujet qu'on évoquera la semaine prochaine. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, partagez autour de vous. Voilà pour la petite partie de questions-réponses. Donc, on va pouvoir échanger maintenant sur le sujet. Si vous avez des petites choses à évoquer, eh bien, c'est le moment. En tout cas, ce que je tiens aussi à dire, c'est qu'on a une chaîne YouTube sur laquelle vous allez pouvoir retrouver pas mal de contenu de ce type-là.
Et c'est surtout sur le site de Polyfab 3D que dans la partie guide, là, vous allez retrouver des articles dédiés justement à ce genre de sujet. Et en l'occurrence, il y a un article qui a été dédié justement à l'optimisation des temps d'impression. Donc, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Hop, ici, on va pouvoir aller sur le site de Polyfab 3D. Dans la partie guide, vous allez avoir ici accès à une barre de recherche et vous allez taper ici, par exemple, temps d'impression et vous allez voir l'article et la vidéo YouTube qui sont dédiés à ce sujet. Donc, avec vraiment tous les rappels des différents paramètres qui ont été utilisés. Donc, voilà, vous retrouverez pas mal d'informations comme cela sur le site, sur la page YouTube. Donc, voilà, je vous invite à les consulter au maximum tant que vous en avez besoin. Alors, bon, et ben en tout cas, je vois qu'il y a quelques questions. Donc, pour optimiser les accélérations et les vitesses, comment procéder? Existe-t-il une base pour CR10? Alors, comme je le disais, sur les CR10, on n'aura pas forcément de profils d'impression qui ont été préconfigurés comme ça. Sur Creality, en général, ils sont plutôt assez lents, je dirais, en termes de vitesse d'impression, mais ils sont très stables. Donc, vous allez avoir une bonne précision dimensionnelle par défaut, mais vous pouvez effectivement augmenter un petit peu toutes ces vitesses. Si je passe sur Cura et que je regarde un petit peu ce qu'il en est du profil d'impression d'une CR10S Pro, par exemple, pour un profil d'impression par défaut et le matériau PLA, on va voir que les vitesses, je l'ai déjà montré rapidement tout à l'heure, mais vous allez voir que les vitesses ici sont beaucoup moins variables que ce que l'on avait dans la version d'Ultimaker. Ici, on a des vitesses de remplissage élevées à 50 et tout le reste s'imprime à la même vitesse à 25. Donc, en reprenant les informations que j'ai transmises là, eh bien, vous allez pouvoir tout à fait adapter tout ça comme je l'ai fait précédemment. Vous allez pouvoir répliquer tout ça sur la CR10. Les vitesses que j'ai utilisées là, pour rappel, sont des vitesses qui sont adaptées à tous. Je n'ai pas ici été poussé les vitesses à fond de mon Ultimaker que je ne pourrais pas forcément faire sur ma CR10. Les vitesses que j'ai appliquées sont adaptées également aux imprimantes Creality en l'occurrence. Donc, les paramètres que j'ai appliqués à 50, 30, 40 sont tout à fait adaptés pour une Creality. Hop. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pour le moment, oui. Est-ce que ces indications peuvent être aussi à des imprimantes type Delta? Alors oui, bien évidemment, surtout pour ce qu'il en est de la structure. Pour les vitesses, c'est un petit peu différent au niveau des deltas. Les vitesses seront sans doute un petit peu particulières pour des deltas, sans doute un petit peu plus rapides. Mais en tout cas, pour tout ce qu'il en est de la structure, du nombre de parois, de la structure du remplissage qui peut être faite avec des épaisseurs différentes, bien évidemment, tout ça va être parfaitement adapté au delta. Aucun impact. Pour s'inscrire au prochain webinaire, un lien ou sur LinkedIn. Alors oui, tout se fera en général sur les réseaux. Vous allez avoir les infos sur LinkedIn. Vous allez également recevoir un mail. À mon avis, tous ceux qui ont participé à ce webinaire-là, dans tous les cas, vont être invités à s'inscrire au prochain webinaire. Donc, ne t'inquiète pas, Maël, tu vas recevoir l'information, mais également sur LinkedIn, il y aura toutes les infos. Si besoin, également sur Facebook pour information. Merci Sofiane, effectivement, j'espère que mes explications ont été claires et j'espère qu'effectivement, ça va vous permettre à tous de réduire vos temps d'impression. Dans l'énoncé du webinaire, j'avais pas mal mis en avant le fait d'optimiser, on va dire, ces flux de travail. Et c'est vrai que optimiser son temps d'impression, quand c'est pour que l'impression se termine à 4 heures du matin plutôt qu'à 6 heures du matin, il n'y a pas forcément un gros intérêt. La logique étant de respecter justement les horaires de travail. Pour moi, c'est vraiment le but ici quand je vais optimiser mes temps d'impression, c'est pour que l'impression se termine avant 18 h le soir, histoire que je puisse en relancer une pendant la nuit, ou alors ça ne sert à rien qu'elle se termine à 4 h du matin. Je vais préférer la faire améliorer un petit peu telle ou telle propriété pour qu'elle se termine à 7-8 h, pas besoin qu'elle soit interrompue trop tôt. Donc le but, c'est vraiment de réorganiser un petit peu sa façon de travailler pour tenir compte justement des moments d'immobilisation forcée de la machine et de limiter tout cela au maximum. La semaine prochaine, le sujet qu'on va évoquer va également nous permettre d'améliorer ces plateaux. On va pouvoir aller travailler différentes pièces avec différents paramètres sur un même plateau. Tout cela aura également pour but de fluidifier, on va dire, vos impressions et d'améliorer, d'optimiser vos cadences de fabrication.
Eh ben, merci Philippe. En effet, n'hésitez pas à tester tout ça, c'est le but, hein. Donc vraiment ici, rien de révolutionnaire. Encore une fois, hein, c'est applicable à tout le monde pour quasiment tous les matériaux. Et effectivement, je vous invite à essayer parce que vous allez voir, vous allez être surpris des résultats. Vous allez voir dans la vidéo ou dans l'article, hein, que j'ai comparé des impressions qui ont été faites avec un profil et un profil optimisé justement où on a divisé plus que par 2 le temps d'impression. Et ben, vous allez voir que la qualité, je dirais même qu'elle est meilleure dans le modèle où on a réduit par 2 le temps d'impression. Donc, je vous invite vraiment à tester. Je ne vois pas les profils de base Visual Engineering sur Cura. C'est uniquement lorsque l'on est sur une Ultimaker. Donc, il faut simuler une Ultimaker pour avoir accès à tout ça. Je peux les faire s'afficher comment? Je ne vois pas les profils de base Visual Engineering sur Cura. Alors, logiquement, c'est des choses qui sont apparues il y a maintenant pas mal de temps sur Cura avec les Ultimaker 3, je crois 3 Extended ou alors l'entrée des S, donc c'est là depuis un petit moment. Il faut utiliser donc un matériau comme le PLA, parce que tous les matériaux, c'est peut-être ça, tous les matériaux n'ont pas forcément été développés avec toutes les déclinaisons de profil. En tout cas, si vous essayez PLA, ABS, tous les matériaux les plus courants, que ce soit pour les matériaux génériques ou pour les matériaux Ultimaker, vous allez avoir accès à tous ces profils d'impression. Il faut bien la machine Ultimaker et un profil générique ou un profil Ultimaker. Si vous utilisez un profil matériau d'un autre fabricant qui vient de la marketplace, ce travail-là n'aura pas été fait par le fabricant en général. Effectivement, valable sur Ultimaker, mais c'est une source d'inspiration pour tous ceux qui n'ont pas forcément d'Ultimaker. Avec une Ultimaker 3, je n'en vois pas. Voilà, c'est ça, effectivement. Ça a dû arriver au niveau des S, et sur les Ultimaker 3, on n'en était pas encore là. Mais là, le but, ça va être de s'inspirer de tout ça et de créer soi-même, on va dire, des profils correspondants directement depuis l'Ultimaker 3 et ce sera faisable effectivement, mais en mode manuel. Certains fabricants, d'ailleurs, comme ForShape, proposent des profils d'impression qui sont directement à importer dans vos logiciels. Donc là, vous avez une Ultimaker 3 qui n'existe pas avec des profils optimisés. Un fabricant comme ForShape vous met à disposition un profil que vous pouvez importer et qui va vous permettre justement d'optimiser pas mal. Les profils ForShape sont assez bien, c'est pour ça que je les cite ici. Merci pour toutes ces astuces et à la semaine prochaine. Et merci à vous de votre attention. J'ai répondu à peu près à toutes les questions. Je suis pile dans le timing. Je crois que c'est une première, honnêtement. Je ne vous garantis pas que la semaine prochaine, je sois aussi précis dans les horaires. Mais en tout cas, merci à tous pour votre attention. Et puis, si le sujet de la semaine prochaine vous intéresse, inscrivez-vous. Il y en aura encore un autre qui sera plus tard, je vous l'ai déjà dit. Et les sujets sont déjà disponibles. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça et à aller faire un petit tour sur le site de Polyfab où vous retrouverez bien évidemment toutes ces informations. Merci à tous, bonne journée. Merci à tous ceux qui me laissent des petits mots dans le chat. En tout cas, les replays vont être disponibles. On vous envoie tout ça et les liens d'inscription pour les prochains webinaires. N'hésitez pas à partager. Plus on est pendant les webinaires, effectivement, le maximum de personnes, on peut réussir à former et à faire évoluer un petit peu. Donc, c'est toujours notre première satisfaction. Donc, merci à tous, bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.